بسم الله الرحمن الرحيم. المتحدثون الأعزاء، المشاركون والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطاب مساؤكم. معكم سالم رجب، المدير التنفيذي لسبائك للتعليم والتدريب بمملكة البحرين، عضو في مجلس إدارة جامعة التعلم الافتراضي قسم السياسات البيئية والطاقة وتنمية المجتمع. يطيب لي وباسم البروفيسور أحمد الناوي المؤسس والمدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة جامعة التعلم الافتراضي الترحيب بكم في اليوم الأول من مؤتمر جامعة التعلم الافتراضي، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية الذي يقام في الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2022 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. Dear speakers, distinguished participants and guests, good afternoon. This is Salim Rajab, the Executive Director of Sabaik for Education and Training in the Kingdom of Bahrain, member of the Board of Directors of the Virtual Learning University, Department of Environmental Policies, Energy and Community Development. On behalf of Professor Ahmed Nawi, the founder, executive director, and member of the board of directors of the Virtual Learning University, it is my pleasure to welcome you on the first day of the Virtual Learning University Conference, which held as a part of the activities of the International Exhibition of Solar Energy and Energy Efficiency from 7th to 9th of June 2022, under the high patronage of His Majesty, King Mohammed VI, King of the Kingdom of Morocco. Prof. Ahmed, please go ahead. You can open, Prof. Ahmed, your mic. Sure. Welcome. I would like to present a friend for a long time, Dr. Ismail Aqlai. I will give his biography in English. His talk will be in French. So Dr. Ismail Aqlai holds his PhD in solid state chemistry from the University Pierre et Marie Curie in Paris 6. He worked in many places before, and he spent his entire career in managing for 33 years in Morocco. And the success of managing is, I should say, is belong to him and his team. So he spent several years dedicated to industry research, during which he recorded a record of 7 patents in the field of mining and batteries for electrical application in his capacity as a research and development director. For nearly 20 years, he gradually assumed the general management of mine and industry of managing. He shared main Congolese subsidiary of the group of 8 years. He is currently the general manager of Sonacid. So I should say he's retired but not tired, and like me. So Dr. Ismail, I can say a lot about you. I think there are a lot of things to say about humanity and all what you are doing and all what you have done. But let's give you the opportunity to talk to the young Moroccan about what you give us as a title, the concept et enjeux liés au développement de l'esprit entrepreneurial. So I think if there is someone who can advise young Moroccan in this field, it's you. And we are very happy to have you today. So please, the floor is yours. Thank you very much,
cher Ahmed Naoui, mesdames, messieurs, bonjour, c'est un plaisir. Je retrouve d'ailleurs des visages qui me sont chers et qui me rappellent de bons moments passés avec de très grands chercheurs et de très grands professeurs. Ce que je compte vous raconter aujourd'hui, ce sont certaines idées qui me tiennent à cœur personnellement sur l'esprit d'entreprise. Un entrepreneur se distingue par sa capacité à réaliser une idée. Souvent, ça part d'une idée. C'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à réaliser. Il y a ceux qui conceptualisent avant d'agir en réalisant une étude de marché, un business plan et une étude de faisabilité avant de décider d'investir. Et il y a ceux qui prennent la décision d'investir et de réaliser leur projet sans aucune étude. Ils font confiance à leur flair. Tout entrepreneur est un innovateur en puissance. Mais l'innovation peut être aussi générée par la recherche et développement. Ce qui est important à retenir est qu'il n'y a pas d'esprit d'entreprise sans une finalité d'arriver sur le marché. Tant que l'innovation n'est pas vendue, n'a pas eu des clients, elle ne peut être appelée innovation. Et qui dit marché, dit client, qui est indispensable à satisfaire et à servir. Ceci ne peut se faire sans la maîtrise du couple qualité-prix qui va déterminer l'attractivité du produit marchand. Ce couple doit être soutenu par une culture d'amélioration continue et de négociation permanente. Une entreprise est un corps social et pour ce faire, il y a des préalables à maîtriser. La paix sociale, la satisfaction des ayants droit et l'institution d'une politique de dialogue et de maîtrise des fondamentaux de l'entreprise. La sécurité, la santé et la protection de l'environnement restent des piliers essentiels et obligatoires pour tout entrepreneur. Cet esprit d'entreprise doit être soutenu par une vision, une mission, des valeurs et des plans stratégiques. Et si vous me permettez, je vais essayer de définir ces points qui sont extrêmement importants pour que l'auditoire, nous soyons sur la même longueur d'onde pour la suite de ce que je vais vous raconter. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Une vision définit l'horizon que l'entreprise veut atteindre. Par exemple, devenir un acteur important sur le marché de l'intelligence artificielle. C'est une vision. Ou bien devenir un opérateur essentiel, régional, sur l'énergie solaire qui est le sujet d'aujourd'hui. La mission, quant à elle, elle définit le rôle et la responsabilité de l'entreprise. Par exemple, contribuer à la robotisation de l'industrie nationale. C'est une mission de cette entreprise qui veut devenir importante sur le marché de l'intelligence artificielle. Les valeurs, quant à elles, sont des engagements moraux et de comportement de l'entreprise et de ses employés. Par exemple, comme valeur, la solidarité, l'audace, l'intégrité. La mission, elle détermine la stratégie et la stratégie détermine la structure. C'est qu'une fois que la vision, la mission et la stratégie est claire, qu'on peut définir une structure organisationnelle qui va être au service de ces visions, missions et stratégies. Enfin, les plans stratégiques qui peuvent être de 3 ans ou 5 ans et qui vont traduire avec le détail nécessaire les plans d'action pour atteindre les objectifs définis dans le plan stratégique. Une stratégie définit les moyens pour atteindre un objectif et elle s'inscrit dans le temps. Alors qu'une tactique est une résolution de problèmes limités dans le temps et a pour objet soit de résoudre un problème ponctuel ou bien de saisir une opportunité d'affaires.
Je vais très vite vous parler de la R&D et de l'innovation telle que j'ai eu l'occasion de la pratiquer dans l'industrie minière depuis un certain nombre d'années. Cette recherche et développement a consisté à la mise au point soit de nouveaux procédés, soit de nouveaux produits. Il y a aussi ce qu'on appelle la recherche incrémentale. La recherche incrémentale est une recherche qui permet d'améliorer des procédés ou des produits qui existent toujours, mais qui rentrent dans une logique d'amélioration continue. Et la recherche incrémentale est extrêmement importante parce qu'on le verra par la suite, c'est par la recherche incrémentale qu'on commence à avoir des petits succès et le cumul de petits succès finit toujours par obtenir une grande innovation. Et on prendra des cas tout à l'heure pour bien expliquer le rôle de la recherche incrémentale. Un autre objectif de la recherche-développement, c'est de transformer les nuisances en création de valeur. Par exemple, dans le cas de l'environnement, on peut avoir un certain nombre d'usines qui produisent des nuisances, soit des poussières, soit des effluents polluants, et la recherche peut transformer ces nuisances en produits de création de valeur. Enfin, pour l'exploration géologique, la R&D, la mise au point de procédés, peut permettre de définir les bons critères pour une orientation de l'étude géologique. Quelle est la démarche qu'on suit dans un processus de recherche et développement? D'abord, on commence par la caractérisation de ce que nous voulons travailler. Ensuite, des essais laboratoires où on pratique ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire qu'on va tamiser, on va faire plusieurs essais au laboratoire. Ça ne coûte pas très cher, mais ça va nous permettre d'identifier quels sont les tests qui peuvent avoir de l'avenir et qui peuvent évoluer vers une application industrielle. Arrivé à ce niveau-là, nous pratiquons une évaluation économique. C'est une évaluation à 40-50% d'incertitude, mais qui permet de dire est-ce que je prends ce test et je continue à y travailler ou bien je m'arrête là et j'essaie de trouver une autre solution. Souvent, quand le test est positif, ça nous encourage à faire une sorte de petite étude de marché pour voir finalement ce que nous avons découvert, ce que nous sommes en train de développer, peut-il avoir un avenir sur le marché? Une fois que les réponses sont positives à toutes ces questions-là, nous passons à deux types de pilotage. Alors, piloter, c'est essayer de voir quels seront l'impact de l'effet d'échelle. J'ai pour habitude de prendre un facteur 50, c'est-à-dire que je pilote avec 50 fois le poids du produit qui a été utilisé au laboratoire. Ce pilote, c'est d'abord le procédé, avec les réactifs, avec les paramètres de température, de pH, etc. Et ça permet d'identifier et de sécuriser le procédé qui a été développé. Ensuite, il y a un deuxième pilotage qui est extrêmement important, ce qu'on appelle le pilotage technologique. Vous avez développé un procédé, quels sont les équipements que vous allez utiliser à grande échelle? Je vous donne l'exemple dans lequel tombent dans le piège plusieurs chercheurs dans le domaine industriel, c'est celui de la filtration. Vous pouvez au laboratoire filtrer dans des conditions extrêmement idéales et ne pas avoir de soucis. Par contre, à l'échelle industrielle, il faut savoir choisir quel type de filtre vous allez utiliser, quel type de matériaux de filtration vous allez utiliser. Et là, nous faisons appel aux différents fournisseurs d'équipements, constructeurs, qui ont souvent des équipements de petite taille pour pouvoir filtrer ou faire de l'extraction par solvant, ou faire des passages sur des résines échangeuses d'ions, etc. Des équipements qu'on pourra envisager à l'échelle industrielle.
Après ces deux pilotages qui sont extrêmement importants pour l'avenir du procédé, nous procédons à une évaluation économique à 20% d'écart, c'est-à-dire plus ou moins 20%. On a déjà une idée sur les CAPEX, sur les OPEX. De là, nous démarrons et nous sommes assez mûrs pour démarrer une ingénierie préliminaire et une ingénierie de base. Ces deux types d'ingénierie vont nous permettre d'entamer l'étude de faisabilité. Une étude de faisabilité qui est positive, on a le OK des actionnaire, on passe à la réalisation industrielle, on construit l'usine, on démarre le process et les chercheurs continuent à travailler sur ce qu'on appelle la recherche incrémentale, c'est-à-dire sur l'amélioration continue du procédé qui a été développé. Donc voilà un peu tout le schéma que suit un processus d'innovation et de R&D industriel du laboratoire jusqu'au marché où le produit est vendu. Et souvent, il faut aller plus loin, c'est qu'il faut avoir des laboratoires assez consistants pour pouvoir accompagner les différents clients et apporter des solutions aux clients qui vont utiliser vos produits. La gestion de la R&D, comment on gère la recherche et développement? D'abord, vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des chercheurs, on applique le principe de la subsidiarité. Qu'est-ce que c'est que le principe de la subsidiarité? Le chercheur a toute l'autonomie, mais il a l'obligation d'informer sa hiérarchie. Et cette autonomie plus obligation d'informer sa hiérarchie crée une solidarité d'équipe, donne plus d'indépendance de comportement aux chercheurs, mais en même temps, sa hiérarchie est informée pour pouvoir suivre quand il s'agit de financer la recherche, quand il s'agit de prendre des décisions qui vont impacter le profit de l'entreprise. La deuxième idée, c'est qu'il faut combattre les silos. Les gens qui travaillent en équipe fermée, qui évitent de confronter leurs idées avec d'autres chercheurs, avec des clients, avec des constructeurs d'équipements. C'est cette ouverture que l'équipe de recherche doit avoir pour qu'il y ait le croisement des idées. Vous savez, c'est en prenant un café avec un chercheur qui travaille sur des problématiques pharmaceutico-agroalimentaires qu'on peut avoir des idées intéressantes pour la recherche dans le domaine minier ou dans d'autres types de domaines. Et donc, c'est ce type de benchmark permanent qu'il faut encourager le chercheur à avoir avec des spécialités qui ne sont pas les siennes et qui permettent, grâce à ce type de benchmark, qui permettent de créer de nouvelles idées et des fois de trouver des solutions à des problématiques concernées. Enfin, que veut dire la confidentialité dans la recherche? La confidentialité, elle sert à protéger le produit de la recherche, mais des fois, la confidentialité tue la recherche. Donc, on doit gérer entre garder ce qu'il faut garder confidentiel et en même temps, avoir une ouverture pour avoir des critiques, pour avoir des inputs qui permettent de faire avancer la recherche. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup surpris. Le patron de Tesla, quand il a voulu lancer la voiture électrique, la première idée qu'il a eue, c'est qu'il a rendu tous ses brevets publics. Et il est parti du principe qu'il ne peut réussir dans l'industrie de l'automobile électrique que s'il y a d'autres concurrents qui font la même chose. Et c'est cette compétition qui va faire que Tesla va pouvoir progresser. C'est un courage énorme de la part d'un homme qui a pris l'habitude de surprendre la totalité des humains à cette période que nous vivons. Enfin, la motivation et l'évaluation des chercheurs. Ce qui nous manque dans nos universités au Maroc et peut-être ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation des chercheurs. Les chercheurs ne sont pas évalués. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et en même temps, ils ne sont pas motivés. Et donc, il faut les deux. Il faut évaluer le travail des uns et motiver ceux qui le méritent.
Et donc, ça veut dire qu'il faut introduire l'équité dans nos universités. Que veut dire l'équité? C'est la récompense de l'excellence, la récompense du mérite. Donc, tout ça, nous avons besoin dans nos entités d'avoir ce type de comportement. Et enfin, la gestion du temps. Une recherche industrielle, ça ne prend pas 10 ans, ça ne prend pas 20 ans. Il faut avoir le courage d'abandonner ce qui n'aboutit pas au bout d'un certain temps à des résultats qui correspondent aux objectifs de l'entreprise. Je vais saisir l'occasion de vous parler d'un certain nombre d'exemples de R&D qui ont abouti et qui m'ont, moi personnellement, beaucoup impacté. D'abord, je crois à la serendipity. On cherche quelque chose et on trouve autre chose. Et ce qu'on trouve autre chose a des fois plus de valeur que ce qu'on cherchait. Et les exemples sont énormes. Et j'ai retenu un seul exemple, c'est celui du post-it de 3e. Vous savez, les petits papiers de toutes les couleurs sur lesquels on met des notes, on les colle un peu partout. Le chercheur qui a développé les post-it, il travaillait sur une colle qui devait être très, très puissante. Et il a eu le contraire, il a eu une colle qui se détachait très vite. Et quand il allait à l'église, en lisant la Bible, quand le curé devait arrêter, il fallait marquer la page. Il mettait des papiers qui tombaient, qui les perdait et n'arrivait pas à marquer la page de la Bible. Et c'est là où il s'est dit, peut-être que cette colle qui ne tient pas, elle pourra se coller, se décoller facilement. Et donc, il est allé voir ses patrons, il leur a dit, peut-être qu'on peut développer cette colle qui était un échec sur quelque chose qui peut devenir intéressant. Et ses patrons lui ont dit, non, ça ne va pas marcher, il faut laisser tomber. Et il a insisté, il a persévéré. Et vous savez comment il a réussi à faire du post-it le succès de l'entreprise 3M? Il a fabriqué des post-it, il les a distribués à toutes les assistantes de direction de 3M. Et les assistantes ont commencé à les utiliser comme pense-bête pour noter des notes, etc. Et à un certain moment, il a arrêté de leur donner ces post-it. Et les assistantes se sont toutes mises à réclamer les post-it. C'est arrivé à leur patron. Et c'est ainsi qu'ils ont pris la décision de lancer le fameux post-it que nous utilisons tous. Voilà un projet de R&D qui devait mourir et qui a connu un succès énorme. Vous avez un deuxième exemple que je voudrais aussi vous signaler, c'est celui de Sony. En plein Deuxième Guerre mondiale, après qu'ils aient reçu la bombe atomique, un Japonais, Akio Morita, avec son ami, 2 physiciens, ont décidé de copier un magnétophone américain. Ils ont réussi à copier la machine et il leur manquait la bande sur laquelle ils vont enregistrer. Et à ce moment-là, pendant la guerre, c'était difficile d'acquérir ce type de bande, donc ils ont décidé de la fabriquer. Ils ont découpé le papier journal en bandelettes, ils ont saupoudré sur le papier avec la colle de la magnétite, de l'oxyde de fer, et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué la première bande magnétique d'un magnétophone. Et donc, ils ont copié le magnétophone. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que ce copiage, jusqu'à aujourd'hui, est le concept principal du développement de tous les produits de Sony. C'est ainsi que Akio Morita a imposé à ses chercheurs de créer le Walkman. Pourquoi il les a imposés à créer le Walkman? Parce que lui et sa femme et ses 2 enfants aimaient des musiques différentes et chacun écoutait sa musique dans sa chambre. Il voulait absolument que chacun puisse écouter sa musique tout en restant regroupé dans le salon familial. Et c'est ainsi qu'il a imposé aux chercheurs de développer le fameux baladeur, le Walkman, et tous les marketeurs étaient contre cette idée, ils étaient persuadés que ça n'allait pas marcher et ça a été un grand succès. Et aujourd'hui, le principe toujours d'enregistrer les sons, d'enregistrer la musique, d'enregistrer l'image
est devenu le principal concepteur de la R&D de Sony. Et puis, vous avez d'autres exemples, l'Internet, le mobile, la voiture électrique. Et je vais vous donner un exemple de ce que j'appelle la recherche incrémentale. C'est le cas des fabricants des téléphones portables. Dans les années 90, Nokia et BlackBerry étaient le succès des téléphones portables. Mais ce que Nokia et BlackBerry n'ont pas compris, c'est qu'il fallait continuer à développer les fonctionnalités de ces téléphones portables. Et c'est Apple qui a eu l'idée de continuer à faire de la recherche incrémentale. Et aujourd'hui, nous avons un téléphone qui n'est pas seulement un téléphone, qui est une machine à calculer, une machine à enregistrer, à filmer, qui maintenant peut mesurer la tension pour les malades, elle peut sortir l'électrocardiogramme, elle peut mesurer la fréquence cardiaque, etc. Et c'est ça le produit de la recherche incrémentale, ce que Nokia, qui était leader mondial du téléphone des années 90, n'a pas pu suivre, et BlackBerry, malheureusement, qui était un très bon outil sur le plan de la messagerie, etc., qui a fait faillite et disparu parce qu'il n'a pas intégré la recherche incrémentale dans ses... Maintenant, je voudrais prendre des exemples marocains de chefs d'entreprise, de success story, de gens qui ont créé des choses. C'est Abdelaziz Tezzi, le créateur de la société Richband. Il était à Fès, dans une petite boutique, il réparait des montres. Il a pris la décision de venir à Casablanca et de se lancer dans l'industrie du plastique. C'est lui qui a inventé le peigne rond qu'aujourd'hui tout le monde utilise. Il ne l'a malheureusement pas breveté. C'est les Chinois qui fabriquent le plus de peignes ronds et c'est une fierté. Mais ce monsieur, à partir de là, a développé l'industrie du plastique. Il a fait des seaux en plastique, des bassines en plastique, et puis ensuite il est passé à la mousse synthétique et il en a fait une entreprise prestigieuse parce qu'il avait, sans avoir été un grand chercheur ou un grand professeur, il avait cet esprit d'entreprise qu'il s'agit de prendre des risques, d'avoir des idées, de prendre de l'initiative, d'avoir le courage de tester et surtout de réaliser. Je n'oublie jamais le slogan de Nike, Just Do It. Et c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup de nos chercheurs qui ont des idées extraordinaires, mais qui ne vont pas à la réalisation. Dans l'exemple marocain, si vous me permettez de prendre un exemple que moi, personnellement, j'ai vécu. Lorsque j'ai commencé à travailler à Managem, qui dans le temps s'appelait le pôle mine de l'ONA, la mine de Boisard, qui est la mine du cobalt, était une mine fermée parce que le gisement était épuisé et qu'il avait été fermé en 1983. Et je suis arrivé à Managem en 1986 avec l'objectif que m'a fixé le patron à cette époque de trouver un procédé qui puisse valoriser les déchets qui sont restés dans cette mine, les déchets miniers, sur lesquels ont beaucoup travaillé des labos de recherche dans le monde entier. Tout le monde a trouvé des solutions, mais personne n'a trouvé un procédé économique. Les solutions qui étaient trouvées étaient des solutions qui posaient problème parce que ces déchets et ce minerai contenaient beaucoup d'arsenic et beaucoup d'impuretés autres que le cobalt. Et donc, on a commencé à travailler avec des moyens de bord extrêmement modestes. Nous n'avions à cette époque qu'un appareil d'analyse d'absorption atomique qui permettait de suivre la marche de l'usine de cuivre à la mine de Bleda. Et nous avons développé un procédé, nous l'avons breveté, nous avons commencé par traiter d'abord les déchets, ensuite nous avons réouvert la mine de Boisard, nous avons découvert du gisement, nous avons monté des usines qui produisaient du cobalt électrolytique à 99,8% de pureté. Nous avons pénétré des marchés qui ne nous étaient pas accessibles. Nous sommes passés de 200 tonnes de cobalt par an à aujourd'hui 3000 tonnes par an. Nous avons intégré le cobalt dans
l'utilisation des batteries. Nous avons monté un laboratoire de batteries. Nous avons convaincu un grand trader, Glencore, à faire du recyclage des batteries des voitures électriques chez Managem. Ce contrat a été signé l'année dernière et le contrat qui a été signé cette semaine, c'est celui avec Renault où Managem va fournir à Renault 5000 tonnes de sulfate de cobalt qui servira à fabriquer la fameuse batterie lithium-ion. Voilà une histoire qui a commencé dans des conditions extrêmement modestes et compliquées et qui aujourd'hui fait le bonheur de l'entreprise sur des produits extrêmement importants. Il fait la fierté de nous autres Marocains d'être entrés dans cette industrie des voitures électriques avec ce que nous avons développé dans la recherche-développement au profit de l'industrie du développement du pays. Je voudrais, avant de finir, vous dire et partager avec vous ce que le pape du management, Peter Drucker, a prévu avant de disparaître en 2005, quel sera l'avenir du management. Et j'ai estimé que c'était intéressant de partager avec vous ce qui va être de plus intéressant, de plus motivant dans le management pour nous autres, que nous soyons des présidents d'université, des doyens, des professeurs, des présidents d'associations, des présidents d'entreprises. Nous avons énormément de choses communes dans le cadre du management. Alors, ce qu'il préconisait, ce grand monsieur qui est né à Vienne en 1909, qui était économiste, il a commencé comme banquier à Londres et puis il s'est intéressé aux sciences sociales et il a développé toutes les théories et la science du management. Et ne pas attendre que les problèmes deviennent urgents. Vous savez, souvent, on attend qu'un problème devienne urgent pour qu'on essaie de lui trouver une solution. Dans le domaine politique, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'enseignement, on est toujours motivé que pour faire face à des problèmes urgents et on oublie souvent d'anticiper. L'anticipation est quelque chose de fondamental dans le management. Parce qu'une fois que vous n'avez pas anticipé, vous avez très peu de chances de reprendre le terrain perdu. Il faisait aussi appel à l'action. Agissez, agissez, agissez. Il faut agir, il faut réfléchir, mais agir. Le prix Nobel de physique français, Gilles de Gênes, disait « Nous autres, les Méditerranéens, avec les Sud-Américains, nous aimons réfléchir, 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 et quand il reste un peu de temps, on agit. » Donc voilà ce que nous autres Marocains, nous devons tirer comme leçon de tout ça. Il faut arrêter des fois de trop réfléchir et d'agir parce que quand on agit, on a des résultats qui peuvent être positifs ou négatifs, mais qui restent toujours des résultats et qui servent à développer la suite. Ensuite, la loi des paradigmes. Vous savez ce que c'est qu'un paradigme? C'est une théorie qui prévaut en général. C'est une théorie, on a toujours fait comme ça, c'est toujours ça, c'est impossible de faire autrement. C'est ça ce qu'on appelle le paradigme. Ben, le paradigme est des fois l'ennemi de la recherche, l'ennemi du développement. Il faut savoir arrêter les paradigmes. Et Dieu sait que dans l'industrie dans laquelle j'ai toujours travaillé, vous arrivez dans une usine qui a beaucoup de problèmes et le patron de l'usine vous dit tout ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà essayé, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, malgré le fait qu'il sait que son usine perd de l'argent, mais il faut continuer. Et le paradigme est un fléau du développement. Alors, beaucoup de gens disent que ce n'est pas la même chose de gérer une entreprise, une université, une association, mais en vérité, les différences, ils résident dans le vocabulaire plus que dans l'application des principes. Il n'y a pas de grosse différence dans les tâches et les problèmes. Dans toutes les organisations, les dirigeants consacrent une proportion de temps importante à la gestion des problèmes humains. C'est la gestion des problèmes humains qui prend 90% du temps des dirigeants. Et les problèmes humains sont presque toujours les mêmes, quelle que soit l'organisation
qui est dirigé. Les 10% qui restent, ils doivent être adaptés à la mission spécifique, à la culture, à l'histoire et au vocabulaire spécifique de l'entité. Vous savez, aujourd'hui, nous devons apprendre à tuer les problèmes et à faire fleurir les opportunités. Nous avons été formés à analyser les problèmes, à résoudre les problèmes, mais nous n'avons pas été formés à faire grandir les opportunités. Nos universités ont aujourd'hui l'obligation de former des étudiants qui sont capables de faire fleurir les opportunités et de ne pas être embourbés dans les problèmes. Il faut aussi savoir exploiter les succès. Tous les succès sont importants. Le moindre petit succès, additionné à un autre succès, finit toujours par donner une grande découverte, une grande innovation. Et il faut toujours avoir les bons éléments pour gérer les opportunités. Alors, bien sûr, l'amélioration continue, l'exploitation des succès conduit tôt ou tard à une véritable innovation. Je vous invite dans son domaine, réfléchissez à tous les petits succès que vous avez complètement oubliés, mais qui sûrement ont fait de vous des gens qui ont réussi sur certains challenges et certains défis. L'état d'esprit, il rend toujours l'organisation un leader du changement. C'est l'état d'esprit qui est important. Et le plus cher, c'est de dire que l'université, notre université, elle doit développer cet esprit d'entreprise, prendre l'initiative, ne pas avoir de tirer les échecs, ramasser, regrouper les petits succès qui finiront toujours par donner quelque chose de très intéressant. Le test de l'innovation, c'est la capacité de créer de la valeur et pas de l'amusement. Vous savez qu'il y a de grands patrons d'entreprises, quand ils sont à bout d'idées, ils font travailler leurs équipes sur des choses que moi j'appelle amusement et qui n'ont aucune possibilité de créer de la valeur, mais c'est juste pour occuper les gens ou pour donner une image de l'entreprise. Et en vérité, la vraie innovation, c'est quand le consommateur la prend, l'achète et l'utilise. Ça, c'est la vraie innovation que tout le monde doit savoir. Enfin, l'université et les écoles, est-ce qu'elles préparent aujourd'hui à l'esprit d'entreprise? Est-ce que le travailleur du savoir va être capable d'affronter les exigences nouvelles? Est-ce qu'il va être capable de se demander qui suis-je? Quels sont mes points forts? Comment est-ce que je travaille? Où est ma place? Quelle est ma contribution? Comment je dois assumer des responsabilités relationnelles? Comment je dois planifier la seconde moitié de sa vie? Quelle est la seconde moitié de sa vie? C'est après 60 ans. Il faut la planifier. Il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans pour dire ça y est, c'est fini, il faut que je plie bagage et que j'attende qu'on me reçoive dans une tombe bien agencée. Comment aider nos jeunes à déterminer leurs points forts? Vous savez que la meilleure façon d'échouer, c'est d'essayer de changer nos points faibles. Les points faibles ne changent pas. C'est les points forts qu'il faut renforcer. L'excellence, elle vient du développement des points forts. Alors moi, j'ai appris avec ce monsieur Drucker une pratique qui est très intéressante. Il l'appelle le feedback résultat-attente. Et il propose à ce que chacun de nous marque dans une feuille quelles sont ses attentes. Il plie la feuille, il la ferme, il continue à travailler et au bout de 6 mois, 8 mois, il reprend cette feuille et il voit est-ce que les attentes qu'il a marquées il y a 6 mois ou 8 mois, est-ce qu'il a atteint ses attentes ou bien ne l'a-t-il pas atteint? Et ça pousse à se concentrer sur ses performances, sur ses résultats,
sur l'accomplissement et la satisfaction. Vous savez, il faut beaucoup d'énergie et de travail pour passer de l'incompétence à la médiocrité. Il faut beaucoup d'énergie et de travail pour passer de l'incompétence à la médiocrité. Alors que pour passer d'une bonne performance à l'excellence, c'est là où il faut dépenser cette énergie. C'est dans celle-là. Mais quand vous êtes dans une classe d'étudiants ou dans un amphithéâtre de 300 personnes, le professeur ne peut pas aider chaque étudiant à trouver sa voie, à savoir quels sont ses points forts et ses points faibles. Et on a une formation théorique qui est donnée à tout le monde de la même manière. Et on part du principe que tous ceux qui nous écoutent, que tous ceux qui apprennent, ils sont au même niveau. Ce n'est pas vrai. Nous devons imaginer des enseignements de cas par cas, parce que chaque cas, chaque humain a des particularités. Et dans l'entreprise, c'est ce que nous essayons de faire quand nous recrutons des jeunes. Les enseignants leur ont appris à apprendre, et dans l'industrie, on leur apprend à devenir compétents. En vérité, on leur apprend à découvrir leur Dernier point, chacun de nous doit être capable de savoir est-ce qu'il est un œil ou une oreille. Beaucoup de gens retiennent un certain nombre de choses, mais souvent, ils ne savent pas s'ils sont un œil ou une oreille. Et c'est important de le savoir, parce que ça permet d'apprendre plus vite quand on sait qu'il suffit de voir pour apprendre ou il suffit d'écouter pour apprendre. On ne fait pas tous la même chose. Chacun de nous a sa particularité. Tous ceux qui m'entendent, je vous invite à essayer de découvrir si vous êtes un œil ou si vous êtes une oreille. Et que vous sachiez comment vous apprenez pour que vous puissiez utiliser ce moyen pour apprendre, pour aller de l'avant, parce que nous sommes tous capables, sans exception, d'être des gens excellents. Nous sommes tous capables, sans exception, d'être des gens excellents, à condition qu'on découvre notre point fort. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà ce qui me tenait à cœur, voilà ce que je voulais partager avec vous, et merci beaucoup de m'avoir invité à cette université virtuelle. Merci, Cheikh Lay. Thank you so much.